arrêter de lutter contre la nature pour qu'elle puisse se montrer. Et donc notamment dans le cadre du plan régional de réduction des pesticides, on voit que le paysage urbain est en train de se transformer et on voit des plantes apparaître, des plantes indigènes, des plantes exotiques, mais elles n'ont pas attendu qu'on les invite, elles attendent juste qu'on arrête de lutter contre elles. Ici, c'est la nature qui est prioritaire sur la gestion de ce terrain-ci. Et donc, Natagora applique une gestion favorable à la biodiversité. Donc, on essaye de limiter le développement des arbres qui, s'ils deviennent trop importants, vont malheureusement faire disparaître les roseaux qu'on veut préserver. Ce qui permet à toute une série d'oiseaux, par exemple des rousserolles effarvates, rousserolles verderoles, de pouvoir venir se nourrir et éventuellement nicher sur le lieu. On a d'autres oiseaux très intéressants, comme par exemple la chouette chevêche qui niche dans des saules têtards, et toute une série d'insectes qui sont liés aux zones humides, notamment des mares qui sont présents un peu plus loin sur la réserve. Alors c'est vrai que ça paraît petit, donc c'est une parcelle de 60 arts qui est mise en réserve naturelle depuis 2 ans, mais qui a vraiment une grande importance puisqu'elle s'insère dans cette zone de Nerpé, qui est une zone que la commune veut préserver comme zone de grand intérêt paysager et biologique. On a actuellement 193 espèces recensées d'abeilles sauvages sur la région bruxelloise, donc d'abeilles en général, donc il y a une espèce d'abeille domestique et 192 espèces d'abeilles sauvages. D'après l'état actuel de la connaissance, les principales menaces pour les abeilles en général, y compris les abeilles sauvages, c'est la perte d'habitat, donc c'est la disparition d'endroits sauvages, semi-naturels, d'endroits pour faire leur nid, de plantes sauvages, donc ce que nous on appellerait des mauvaises herbes, sont des ressources alimentaires essentielles pour des dizaines d'espèces d'abeilles en région bruxelloise. Donc on a de nombreux produits qu'on retrouve à Bruxelles qui ne sont plus utilisés à l'heure actuelle, qui sont parfois même interdits, mais qu'on retrouve dans l'environnement, soit parce qu'ils sont rémanents, soit parce qu'ils sont amenés par des pratiques agricoles. Donc on va acheter des plantes qui sont déjà contaminées lorsqu'on les retrouve dans les marchés, dans les magasins. Une des particularités aussi de l'aménagement ici, c'est la collaboration qu'on a eue avec l'hôpital Erasme. Donc Bruxelles Environnement a toujours été soucieux d'intégrer la thématique de la santé dans les parcs par l'aménagement d'espaces de jeux ou de sport. Ici, l'occasion était rêvée de réaliser un vrai projet d'envergure. On nous a proposé un projet de parcours méditatif. Ça nous a tout de suite plu dans le sens où la méditation dans les espaces verts est tout à fait bénéfique. Et l'espace vert, ça part de plénitude et de calme pour pouvoir méditer. La particularité de ce parcours aussi, c'est qu'il est praticable par tout le monde. Donc on l'a voulu vraiment autonome. Donc nous avons installé des QR codes sur chacun des panneaux qui mènent directement en fait, à des liens audio qui sont réalisés par Suzanne Askenazi, auteur du projet. Et donc les personnes peuvent venir avec leur casque audio et pratiquer directement dans l'espace vert. Alors dans le cas du cimetière, la gestion du cimetière d'Anderlecht, on a abandonné complètement l'arrêt des pesticides depuis 2014, donc ça fait maintenant 5 ans. On a un peu anticipé la réglementation européenne et donc qui s'est traduite au niveau régional. Et donc on n'a plus du tout d'usage de pesticides et le désherbage se fait uniquement de manière mécanique. Alors parallèlement à la réduction des pesticides, on a également pris des mesures de fauche tardive qui permet effectivement à la végétation spontanée et les plantes indigènes de fleurir plus qu'avant où elles étaient tondues régulièrement. Et donc ce fleurissement avec la fauche tardive et l'arrêt des pesticides, on constate bien effectivement qu'il y a plus d'insectes pollinisateurs, qu'il y a également plus d'oiseaux. Notamment on observe ici le pic vert qui était déjà présent mais qui est encore plus présent. Et également on a observé des traces de hibou moyen-duc, ce qui est assez exceptionnel pour la région bruxelloise. Une autre action qu'on a commencé à mener et qu'on va essayer de développer encore, ce serait également l'éco-pâturage. Donc certaines pelouses, au lieu d'être fauchées, donc on les laisse pousser jusqu'au mois de juin, puis on les fauche avec une machine, on les relaisse pousser jusqu'à l'automne. Au lieu de pratiquer cette fauche mécanique, on va essayer de gérer via un éco-pâturage. Donc c'est un pâturage par des moutons. Donc c'est les moutons qui vont entretenir effectivement et qui vont réduire et gérer l'herbe sur différentes parcelles. Alors on avait des inquiétudes au début de voir comment les visiteurs allaient réagir, mais en fin de compte il y a un accueil vraiment très positif et les visiteurs sont contents de, après s'être recueillis sur la tombe d'un proche, aller voir les moutons au fond du cimetière avec les enfants pour repartir le cœur un peu plus léger du cimetière. Depuis 2012, nous transformons les grandes zones de pelouse en prairies fleuries, en zone écologique. Et là, Jean-Christophe Prignon de Bruxelles Environnement nous a vraiment bien aidés par rapport à la gestion en elle-même, nous a proposé d'autres zones à aménager avec cette même gestion et nous a également conseillé des sortes de semis à mettre en place pour favoriser la biodiversité. Alors, nous étions plus ou moins à 20 tontes par année et maintenant nous sommes à 2 tontes
par an pour ces zones écologiques. Et nous voulons vraiment plus de diversité, plus de vert, mais avec toujours l'accent sur l'accessibilité de tous les espaces pour tous les habitants, pour toutes les personnes, et également l'aspect sécurité, parce que nous restons quand même Bruxelles Mobilité. Le challenge premier, quand on décide d'aménager un terrain, est essayer d'avoir la maîtrise foncière de l'entièreté du site. Ici, le site appartenait à plusieurs propriétaires, dont l'ULB et Erasme, des privés, le CPS de Bruxelles, etc. Donc le volet foncier a pris quand même 6 ans et c'est donc une des parties les plus importantes de chaque projet de Bruxelles Environnement, c'est d'avoir une maîtrise foncière de l'entièreté du site afin de pouvoir faire un projet de qualité et donc par la même occasion avoir la gestion qui va avec. Une gestion commune, une gestion raisonnée sur l'entièreté. Et ici, en l'occurrence, c'est la vallée du Vogelzang, donc une gestion commune pour l'entièreté de la vallée. On est autour de 400 logements, tant des logements sociaux que des logements conventionnés. Et effectivement, on va atteindre un score tout à fait époustouflant au niveau du BREEAM. On nous prédit 93,5%. Et donc on est très fiers de pouvoir dire qu'on sera le quartier le plus durable du monde. Alors le soutien de Bruxelles Environnement a été d'abord indirect grâce aux fiches qu'ils ont fait dans le cadre du formulaire bâtiment exemplaire que j'ai complètement feuilleté et nous avons pris chaque fois les optimums là où c'était possible de les prendre. Par exemple, le coefficient de biotope par surface, l'optimum proposé était le 0,6, ce que nous avons imposé aussi. Et on a fait de même par rapport à l'énergie, par rapport à l'eau, par rapport aux plantations, de favoriser. Donc on impose dans nos cahiers de charges les plantes indigènes, on favorise la plantation d'arbres à haute tige, on favorise aussi les plantes grimpantes de telle manière à offrir un habitat et pour la faune et la flore. On va aussi mettre en place, avec l'aide de Bruxelles Environnement, un constat de la biodiversité avant de construire, de telle manière à savoir quel type de faune et de flore doit-on favoriser, donc quel type de plantation, et comme ça on peut guider les promoteurs et les architectes paysagistes dans leur conception. Les mutualités libres ont suivi les conseils concrets donnés par Natagora. Un de ces conseils, c'était la mise en place d'une prairie fleurie qu'on peut voir derrière moi. Elle a été fauchée parce que c'est la période de fauche annuelle. Mais on peut voir par exemple que sur la butte derrière moi, il y a une zone refuge pour accueillir la biodiversité malgré qu'elle soit fauchée sur le reste du terrain. Ça permet vraiment une zone de protection et d'abri pour la faune. Il y a également une haie avec des espèces indigènes qui a été plantée tout autour du site et elle est en train vraiment de prendre forme. L'idée c'est de ne pas tailler trop souvent pour laisser la haie se développer et ça va également faire une zone de refuge pour des insectes ou des oiseaux. Et finalement il y a également une mare qui a été installée qui est vraiment un aménagement assez exceptionnel pour accueillir spontanément toute une autre faune qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des prairies fleuries. Ça permet aux employés des mutualités libres d'avoir un accès à un espace vert, de voir aussi en quoi consiste la nature spontanée et indigène de nos régions et de démontrer en quoi en fait elle est belle, quoi. Et ça permet vraiment un changement de mentalité et de regard auprès des employés et pas seulement auprès de l'entreprise. En fait, la nature, elle est très volontaire et elle n'a pas besoin de nous. La nature, elle va se développer correctement à Bruxelles si on ne fait rien. Mais nous, on a besoin d'elle. On doit l'accompagner dans son mouvement. Et des actions comme ce qu'on fait avec les écoles, ça permet de nourrir cet intérêt des enfants pour la nature qui est présente dans leur quartier. Et il y a vraiment un intérêt énorme chez les jeunes et chez les moins jeunes pour découvrir ces petites plantes, ces oiseaux, etc. On a participé à un appel à projet, on a été sélectionné et on attend activement que ça commence. Donc on a d'abord enlevé toutes les barrières qui se trouvaient derrière moi, parce qu'il y avait du gravier ici au départ. Et puis on a fait des installations qui sont des installations précaires, on va dire elles ne vont pas rester. Mais justement, c'est pour ça qu'on a besoin de Bruxelles Environnement pour pouvoir avoir des conseils quant à l'installation définitive de certains postes. On a bénéficié pendant une année de l'accompagnement de Apis Bruxella
accompagnement technique, pédagogique, recommandations techniques par rapport à l'aménagement du jardin, le choix des espèces, un accompagnement en formation aussi de nos équipes de puéricultrices pour qu'elles puissent s'approprier le projet et le pérenniser. Donc à la crèche des petits poneys, on a planté des espèces grimpantes, notamment des hortensias grimpants, des chèvrefeuilles, du houblon, un pommier palissé en fait avec une quinzaine de pieds, un potager dans lequel il y a des courgettes, des tomates, une vigne aussi, et puis de l'autre côté de la crèche, donc du côté rue, un dôme en saule, donc une cabane vivante on va l'appeler, avec une prairie fleurie, et il y a également un hôtel à insectes. Et dans les mois prochains, on installera différents nichoirs dans le jardin. Sur le site du CERIA, il y a différentes parcelles qui ont été choisies en accord avec les gestionnaires du site pour mettre différentes mesures afin de favoriser la biodiversité spontanée et la nature. Vu qu'il s'agit d'un campus avec une série d'étudiants, dont des étudiants qui étudient l'environnement ou l'horticulture, ils impliquent leurs étudiants dans les travaux d'aménagement, dans la gestion après des aménagements. Il y a tout des actions d'implication, on va dire, des élèves dans le processus, ce qui a en plus du coup des impacts pédagogiques vraiment intéressants. Depuis 2014, il y a eu la mise sur pied d'un plan de gestion écologique qui a conduit à des réaménagements, à des changements de pratiques. Et puis la commune s'est rendue compte aussi qu'il fallait aller plus loin, qu'il fallait avoir une véritable stratégie de communication à destination des différents publics cibles, des écoles, des citoyens, etc. Et donc là, ils ont développé un projet pilote exemplaire sur la communication. En général, les difficultés qu'on rencontre dans la mise en œuvre des projets, c'est vraiment un problème de transversalité. L'accueil de la nature, ça ne concerne pas uniquement les services espaces verts plantation, mais aussi l'urbanisme, la mobilité, l'aménagement du territoire. Et il y a vraiment un intérêt, un besoin de mettre tous ces acteurs-là autour de la table. Notre travail à nous est d'accompagner les jardiniers dans l'évolution de leurs pratiques et petit à petit de trouver vraiment un intérêt à ce que la propreté ne soit pas juste c'est clean, mais la propreté c'est la vie. Et c'est ce basculement-là qu'on essaie de faire passer, tant dans le public que dans nos agents ou dans nos pratiques, des choses qui sont tellement établies qu'elles ne paraissent pas encore anormales. Et il y a nos équipes en régie, mais on a également des entreprises privées qui travaillent pour nous et qui ont un objectif de rentabilité. Donc forcément, plus les machines sont grosses, plus c'est rapide et plus le coût au mètre carré sera bénéficiaire pour l'entreprise en question. Et c'est donc dans nos cahiers de charges qu'on doit aussi réinventer la manière de rédiger les choses. Et par ailleurs, avec nos jardiniers, c'est ce travail au quotidien de faire évoluer les mentalités. Il faut vraiment participer à un changement d'habitude et à un changement de concept par rapport à qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qui est esthétique en termes d'aménagement, tout en favorisant la biodiversité. Et donc il faut vraiment on est toujours dans le débat et la discussion à essayer de dire mais c'est pas parce que vous laissez les herbes hautes se développer que c'est nécessairement moche, ça dépend aussi comment est-ce que vous cadrez la gestion. Et après, au-delà de ça, vous allez voir à travers les années des nouvelles espèces végétales apparaître et après une nouvelle forme de beauté apparaître. Il faut avoir une vision transversale de la nature en ville, que ce soit dans l'aménagement du territoire, que ce soit dans la manière de penser la mobilité en ville. Et quelque part, la biodiversité, c'est quelque chose de totalement transversal et qui ne devrait pas passer derrière des intérêts privés ou se retrouver dans les maigres interstices qu'on lui laisse. À l'échelle des privés, à l'échelle de la gestion des espaces verts, il faut augmenter la capacité d'accueil en ayant des plantes nourricières, une grande variété de plantes nourricières qui vont fleurir du mois de février jusqu'au mois d'octobre, d'avoir des terrains qui permettent à ces abeilles de nidifier, donc soit dans le sol, soit dans des tiges creuses. Juste mettre des nichoirs, c'est pas suffisant, il faut mieux comprendre quelles espèces on a pour mieux comprendre ce dont elles ont besoin. Et donc ce qui nous aiderait aussi dans notre travail lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de nouveaux aménagements pour des nouveaux terrains, c'est qu'il y ait plus de contraintes au niveau urbanistique ou au niveau législatif pour que les entrepreneurs en urbanisme ou les entrepreneurs de jardin soient un peu plus contraints à prendre en compte la biodiversité. On est dans un état d'urgence environnementale et à côté de ça, si on continue à bétonner les dernières friches urbaines, on a quelque part quelque chose d'assez incohérent.
Ce qui est très intéressant, c'est de voir les enfants qu'on a en classe. Une fois qu'ils se trouvent ici à l'extérieur, ce sont d'autres enfants. À l'intérieur, je ne veux pas dire qu'ils longent les murs, mais enfin, ils ne s'expriment pas de la même façon, ils n'ont pas les mêmes attitudes. Ici, ils ont un autre visage, ils ont un autre regard, ils ont envie, ils sont curieux, ils se mettent soudainement à parler alors que certains ne parlaient pas. Ce contact de la nature leur redonne une deuxième vie. C'est vrai que de voir le plaisir qu'ont les enfants de passer là, de jouer là, de faire leurs expériences, d'aller tripatouiller dans la terre, d'y découvrir des petites bébêtes qu'on rapporte, qu'on regarde, qu'on a des œufs de limaces là en classe. Enfin voilà, tout ce cycle de la vie aussi est important et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'ils s'en rendront compte. On oublie que trop souvent, nous faisons partie de ce petit monde-là aussi, nous.